Comment passer de ça C'est quoi ce bordel? à ça? Cette vidéo s'adresse aux débutants complets en drone FPV, c'est-à-dire le gars qui n'a encore pas fait de recherche, qui a aucune notion, on parle du niveau 0, le petit poussin quoi. L'idée est de créer la vidéo que j'aurais aimé trouver lors de mes débuts. Donc petite précision, ici ça va pas être un tutoriel, ça va être assez court, assez concis, donc on va faire une feuille de route. Et à chaque étape de la feuille de route, vous devrez faire des recherches complémentaires. Donc, je vous mettrai des liens, d'articles, de vidéos que j'ai trouvé pertinents pour vous aider là-dessus. Allez, c'est parti. Avant de toucher un drone FPV, simulateur. Le pilotage d'un drone n'est pas intuitif, du coup vous allez vous cracher souvent. Donc, afin d'éviter de casser du matériel coûteux et de vous dégoûter, c'est une porte obligatoire. En plus, ça va vous rassurer lors de votre tout premier vol en conditions réelles, d'un point de vue préservation de matériel et de la sécurité. Parce que si vous contrôlez rien et que votre drone vous finit dans votre gueule, ou d'ensuite votre collègue qui vient vous regarder, c'est pas cool. En plus, ça vous permet de savoir si le drone FPV, ça vous intéresse réellement. Parce que si au bout de 15 minutes de simulateur, vous en avez ras la casquette, le drone en général, ça va être pareil. Donc mieux vaut investir sur une radiocommande et une petite licence lift-off, par exemple, pour le simulateur, plutôt que d'acheter tout votre matériel et vous dire, j'aime pas. Donc passage obligatoire, le simulateur, aussi bien pour votre matériel que pour la sécurité. Un petit élément intéressant dans le simulateur, vous avez une interface qui vous permet de régler le comportement de votre drone. En mettant des valeurs plus ou moins importantes, chaque mouvement de joystick sera traduit par un mouvement plus ou moins brutal sur votre drone. Du coup, vous allez certainement jouer avec cette interface pour avoir un drone sur simulateur qui vous convient le mieux possible. Et ces valeurs vous seront utiles plus tard quand vous achèterez votre vrai drone. Alors ça y est, vous commencez à avoir un petit niveau en simulateur et là, vous commencez à vous questionner sur un potentiel futur achat. Et la première question qu'on se pose, c'est est-ce que je pars sur un kit ou sur un assemblage fait moi-même? Quand je parle d'un kit, je parle d'un kit constructeur, je parle pas d'un lot ou d'une promotion proposée par un site de vente. Alors l'avantage d'un kit, c'est qu'il n'y a pas de question à se poser, tout est inclus dedans, le drone, la radiocommande, les batteries, les chargeurs, bref, il y a tout. Du coup, c'est simple à mettre en œuvre, il n'y a pas besoin de se poser de questions, le budget est souvent maîtrisé de ce point de vue-là, il est optimisé, donc ça c'est intéressant si vous avez envie de pas trop investir. Et c'est fait pour les novices, donc c'est parfaitement adapté à votre profil. Vu que c'est adapté pour les débutants, vous serez potentiellement limité dans une future progression si vous prenez goût au FPV, et que vous voulez aller un peu plus loin, il va falloir certainement réinvestir un peu plus tard. Alors qu'avec un montage perso, vous avez la possibilité de choisir vous-même votre propre matériel et de le faire évoluer au cours du temps, contrairement à un kit. Et en plus, vous avez la satisfaction d'avoir choisi les pièces vous-même, de les avoir assemblées, de les avoir programmées, bref, d'avoir fait tout le montage vous-même. Et ça participe à la passion. Contrairement au gars qui ouvre son carton puis ça vole tout seul. Alors oui, il va falloir investir un peu plus de temps pour se renseigner et apprendre. Si vous voulez débuter sans passer trop de temps et sans dépenser trop d'argent, partez sur un kit. Par contre, si vous voulez profiter d'une meilleure expérience de vol pour vos débuts et que vous êtes prêt à apprendre et à passer un peu de temps, n'hésitez pas à passer sur le montage perso. C'est peut-être un petit peu plus cher pour un démarrage, mais ça vaut le coup. Alors, il y a 3 parties sur un drone. Il y a le véhicule, il y a le module radio et le module vidéo. On va se concentrer sur le véhicule pour commencer. Il en existe plusieurs pour le long range, les acrobaties, le freestyle, la course, etc. Mais il nous faut un véhicule qui soit tolérant au crash. Oui, vous débutez, donc faut pas se voiler la face, vous allez vous crasher un paquet de fois. Donc il faut que votre drone puisse encaisser ces crashs sans péter un truc à chaque fois. Et il y a un type de drone qui est pas mal pour ça, c'est ce qu'on appelle les whoops. Les whoops ont une sorte de cage autour de leurs hélices. Du coup, ça va le rendre assez tolérant aux nombreuses gamelles qui l'attendent. En plus, ils sont relativement faciles à piloter, sont bien pensés, sont bien conçus, donc c'est parfait pour se faire la main. Alors, il y a des whoops tout petits qu'on appelle des teeny whoops, que je recommande pas trop, parce que pour vous entraîner, vous allez forcément faire un petit peu en intérieur, mais vous allez également aller à l'extérieur. Dès qu'il y a un peu de vent, ça va être compliqué. Donc, mieux vaut partir sur un truc un peu plus grand, genre un 2 pouces, qu'on appelle un ciné whoop. Là, c'est beaucoup plus polyvalent, vous pouvez aller en extérieur, même s'il y a un peu de vent, c'est assez tolérant. Vous pouvez le faire évoluer en intérieur, bref, pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut. Personnellement, je suis parti sur un Pavot 20 Beta FPV. Et en plus, il est loin d'être exotique, donc vous avez tout plein d'informations autour, des vidéos, des tests, des machins, des pièces 3D, bref, il y a tout ce qu'il faut.
La qualité de retour vidéo est primordiale. Une mauvaise qualité vidéo, ça va vous fatiguer visuellement, ça va vous gêner dans votre progression et finalement vous allez être déçu de votre expérience, même si tout le reste du matos est parfait. Alors oui, le module vidéo coûte un peu cher, c'est même une partie noble du drone, mais il ne faut pas lésiner là-dessus, sinon ça va vraiment gâcher votre expérience. Qui dit module vidéo dit forcément lunettes. La caméra retourne une image, mais il faut l'envoyer quelque part. Et il y en a de deux types, les analogiques et les numériques. Les analogiques sont moins chers et proposent une latence plus faible. Alors la latence, c'est la durée entre l'action du drone et l'information que vous allez percevoir. Ce qui est intéressant quand on veut être vif dans son pilotage, comme en freestyle ou en course. Mais le numérique va vous proposer une meilleure qualité d'image. Vous allez avoir une meilleure portée également. Donc à vous de faire vos choix, vous renseigner, peser pour et le contre, regarder des vidéos qui comparent les différentes images entre différentes marques de lunettes, différentes technologies de lunettes. Perso, je suis parti sur un module vidéo DJI Unit O4 avec les lunettes Google N3. Donc je suis parti sur le numérique parce que je voulais vraiment mettre l'accent sur la qualité de la vidéo. Et une fois que vous avez reçu votre matériel, vérifiez qu'il n'y ait pas de firmware à mettre à jour. Donc dans ce cas-là, vous allez sur le site constructeur et vous vérifiez toute cette partie-là. Pour piloter un drone, il vous faut un module radio. Il existe principalement deux technologies, le Crossfire et le LRS. Le LRS a une faible latence, il est 2 fois moins cher que le Crossfire et il est en open source. Ça veut dire qu'en termes d'évolution, il est plus dynamique que le Crossfire qui a tendance à être plutôt tranquille de ce côté-là. Par contre, il propose une portée plus longue, il a une meilleure pénétration dans des environnements, c'est-à-dire que dans les forêts où il y a des murs, etc., c'est parfait. Alors certains drones compacts comme les WOO que je vous propose et le Pavo 20 que j'ai acheté, vous avez une carte électronique qui est toute condensée, très optimisée, qui est très compacte, c'est ce qu'on appelle un AIO, All-in-One, qui contient déjà en son cœur le module radio. Donc vous n'avez pas besoin de vous poser de questions, comment je vais faire pour le brancher, etc. C'est déjà intégré dans le drone. Du coup, quand vous allez l'acheter, vous aurez directement l'option ELRS ou Crossfire ou autre chose. Vous n'avez plus besoin de vous poser la question de comment mettre ça en œuvre, c'est déjà fait d'usine. Donc moi personnellement, je suis parti sur du LRS et ensuite, il faut se poser la question de la télécommande. Donc la télécommande, c'est pas compliqué. Personnellement, j'ai pris directement une télécommande ELRS, en l'occurrence une Radiomaster Pocket. Petit point d'attention, la Radiomaster que j'ai achetée, par exemple, le logiciel interne n'est pas couvert par la notice. Par exemple, quand vous achetez un PC, vous allez peut-être avoir du Linux, du Windows, la notice du PC ne va pas parler du système d'exploitation, ça n'a rien à voir avec le PC. Pour la radiocommande, c'est pareil. Le logiciel qui est à l'intérieur s'appelle Edge TX. Et si vous voulez savoir comment vous balader dans les menus, faire des réglages, faire des trucs, des machins, il faut aller sur le site Edge TX qui va vous donner toute la documentation dont vous aurez besoin pour régler votre radiocommande. Pour ce qui concerne le choix des batteries, c'est pas compliqué, il va falloir vous mettre d'accord sur la tension de vos batteries ainsi que leur capacité. Pour la tension, il n'y a pas de problème particulier puisqu'une fois que vous avez choisi votre véhicule, la tension est imposée par le constructeur. En l'occurrence, ici, on parle de 3S. Alors c'est bizarre parce que normalement on parle de volts, mais dans le domaine des FPV, les batteries sont constituées de cellules. Donc ici, on voit qu'il y en a 3 et chaque cellule fait 3 volts 7. Donc ici, on est sur une batterie de tension 3S, 3 fois 3,7, ça nous fait une tension de 11 volts 1. Pour ce qui concerne la capacité, donc c'est-à-dire l'énergie que la batterie est capable d'accumuler, en général, le constructeur du drone propose une plage. Ici, par exemple, on nous proposait du 450 à 650 mAh. Sachant que plus la capacité de votre batterie est importante, plus cette dernière sera lourde. Oui, plus la capacité de votre batterie est importante, plus vous aurez d'autonomie, mais le poids supplémentaire va venir freiner ce gain d'autonomie et venir impacter le comportement de votre drone. Je préconise de couper la poire en deux. Donc du coup, je suis parti sur des 550 mAh. Alors, combien de batteries on achète? Sachant qu'une batterie, ça fait à peu près 4 minutes de vol. Donc ici, je suis parti sur 4 batteries pour commencer. Alors attention au connecteur. Donc vous voyez ici, le drone se connecte à sa batterie via ce petit connecteur. Donc là, on est sur du XT30. Ça peut être une autre prise, ça peut être autre chose sur votre drone, mais faites bien attention de prendre des batteries avec le même connectique. Alors quand vous allez vous poser la question du choix de votre chargeur pour vos batteries, vous allez certainement tomber majoritairement sur des chargeurs qui auront des prises dites XT60. Donc les prises XT60 sont plus grosses que les XT30 de mes batteries. Du coup, vous allez vous dire, mince, c'est pas le chargeur qu'il me faut. Si, vous pouvez vous orienter vers des chargeurs standards en XT60, à condition que vous choisissiez un petit adaptateur. Vous branchez ça sur votre chargeur, et là, vous avez une prise XT30, et là, vous pouvez brancher votre batterie. Alors moi, j'ai pris un T100 de chez Sky RC, qui propose 2 prises pour charger les batteries.
Donc ça veut dire que je peux charger 2 batteries à la fois. Alors le truc c'est que je me suis acheté 4 batteries et la question c'était de savoir est-ce que je peux pas les recharger tout en même temps. Et bien la réponse a été le pont de charge. Le pont de charge va vous permettre de brancher toutes vos batteries en parallèle et vous allez pouvoir toutes les brancher en même temps sur une seule prise. Du coup je vais pouvoir charger mes 4 batteries en même temps grâce à ce petit pont de charge. Alors faites très attention quand vous utilisez un pont de charge, il faut absolument que toutes vos batteries aient une tension très proche les unes des autres. Donc vous allez les mesurer avec par exemple ce petit voltmètre qui va m'indiquer que ma batterie est à 11 volts 1. Et je vais faire ça avec toutes mes autres batteries. Et si les tensions sont suffisamment proches, je vais pouvoir les charger tout en même temps. Si je ne fais pas cette opération-là, je risque l'incendie. Une fois que vous avez votre chargeur, il va vous demander une tension de charge. Bon là c'est pas compliqué, ma batterie est de 11 volts 1, donc je vais lui demander de charger en 11 volts 1. Ensuite il va me demander un ampérage de charge. Vous pouvez vous renseigner sur les caractéristiques de charge des batteries, mais en gros il ne faut pas dépasser le chiffre qu'il y a sur votre batterie. Donc là en l'occurrence je suis à 550 mAh de capacité, donc il va pas falloir que je dépasse 550 mA d'intensité de courant de charge. Je pourrais mettre plus, mais si je fais ça, je vais dégrader la durée de vie de ma batterie, et c'est pas ce que je veux. Donc ça y est, vous avez acheté tout votre matériel, vous avez vos lunettes, votre module radio qui sont à jour au niveau logiciel, ils dialoguent bien entre eux. Vous avez fait ce qu'il fallait au niveau réglage sur votre radiocommande pour assigner chacun de ces boutons à un mode souhaité, avec une petite confirmation verbale à chaque fois. C'est pas parce que votre radiocommande annonce un mode que le drone va le respecter. Il va falloir dire au drone que si j'appuie sur tel bouton, il faut que tu te mettes dans tel mode. Il va falloir brancher votre drone sur ordinateur et faire les petits paramétrages nécessaires sur le logiciel Betafly. Je vous mets une vidéo à l'écran qui explique très bien ce logiciel. Il se balade dans toutes les interfaces, comme ça vous allez pouvoir vous faire la main tranquillement avant votre premier vol. Fin de la feuille de route. À vous de jouer.